Il y a à peine 2 jours, Christine Fréchette disait que le retour des alcools américains sur les tablettes de la SAQ, c'était pas pour demain. Aujourd'hui, drôlement, 48 heures plus tard, la porte est entrouverte, mais Québec veut être payé en retour. Là. Donc, on demande évidemment des concessions spécifiquement québécoises. Je ne sais pas si c'est comme ça que les négociateurs à Washington réfléchissent la chose. Mais la première ministre, en tout cas, se dit prête à remettre les vins spiritueux sur les tablettes si les États-Unis offrent des gains économiques au Québec. Juste au Québec, pas aux autres. Notamment sur l'aluminium et le secteur manufacturier. Mais jusqu'où est-ce qu'on peut utiliser les tablettes comme cette espèce de monnaie d'échange dans une négociation commerciale? Et surtout, qu'est-ce qui arrive si Ottawa et les autres provinces veulent avancer, mais que Québec refuse de suivre? On en parle avec l'économiste et ancien député, ou député, en fait, indépendant de Saint-Jérôme, Yuri Chassin. Bonjour, Yuri. Excuse-moi, j'ai fait un peu posthume déjà, mais il te reste quelques semaines. On anticipe, mais c'est vers oui, là qu'on se dirige de toute façon. Ça. Bonjour, M. Gosselin. Bonjour, Yuri. Je me permets de te tutoyer. Ça fait quelques fois qu'on se parle. Oui. Est-ce que c'est une bonne stratégie économique de retenir les alcools américains à la SAQ pour obtenir des concessions, selon toi? Ben, en fait, économiquement, je pense qu'on envoie plus un message peut-être à la fédération, hein? Donc au premier ministre Mark Carney, aux négociateurs fédéraux qui finalement essaient de prendre des décisions en fonction d'un certain nombre de paramètres, puis certains de ces paramètres relèvent effectivement des provinces, mais finalement, c'est un conflit même à l'interne, peut-être plus politique qu'économique, puis à la limite, je dirais que même l'ensemble des négociations en termes d'accords de libre-échange, en termes de tarifs, tout ce qu'on a vu venir aussi de l'administration Trump, c'est souvent beaucoup plus politique qu'économique. Et d'ailleurs, ce pourquoi ça énerve particulièrement les Américains que l'alcool ne soit pas sur les tablettes d'un monopole d'État comme la SAQ, ben c'est peut-être parce que ça touche aussi des États républicains, des États pro-Trump. Et donc, on voit tout le côté ou le volet, disons, politique de cette démarche-là. Mme Fréchette, elle fait état, finalement, de la décision que c'est le Québec qui va prendre cette décision-là. Mais même aux États-Unis, ça, pourquoi on a tellement l'emphase sur cette politique, sur l'alcool américain qui est absent des tablettes, ben c'est sans doute parce que politiquement, ça fait mal. Parce que ça fonctionne, donc, tu dirais, Yuri Chassin. Si on entend les négociateurs chialer là, du côté des Américains là-dessus, ben c'est parce que ça leur fait mal pour vrai. Moi, je pense qu'il ne faut pas lâcher le morceau si facilement, effectivement. Alors, je sais qu'on a entendu M. Skeet, qui est très bon à établir la position du Québec. Évidemment, une position de négociation. Hein? Donc, on ne dévoile pas toutes les cartes, mais quand même, je pense qu'on a effectivement touché un air. Christopher Skeet qui était avec nous plus tôt à l'émission. Ceux et celles qui ont raté là, peuvent réécouter évidemment en rediffusion. Yuri, si Ottawa négocie une entente avec Washington, on a perdu Yuri Chassin malheureusement, semble-t-il. Bref, on va en parler, mais évidemment, si Ottawa négocie une entente avec Washington et que les autres provinces acceptent de remettre les produits en vente, ça va donner une situation un peu particulière là, pour le Québec qui évidemment se retrouvait à faire cavalier seul dans la fédération. Ça reste des ententes, là, ces ententes commerciales-là qui sont entre les pays. En fait, bon, je sais que certains veulent que le Québec soit un pays, puis ce sera pour une autre conversation. Mais aujourd'hui, je veux dire, les règles, elles sont négociées, que ce soit l'ALENA à l'époque, que ce soit l'ACEUM plus récemment, ou ces nouvelles salles de tarifs et contre-tarifs, elles sont négociées par Ottawa au nom des provinces. C'est sûr qu'on peut dire, bon, c'est le champ de compétences, mais imaginons si chacune des provinces se mettait à vouloir mettre son grain de sel puis sa ligne de négociation. Je ne sais pas si ça permettrait d'avancer aussi rapidement. Tu vas-tu lui demander s'il pense que c'est électoraliste? Je le disais, j'étais chroniqueur. Je passe toujours de mon chapeau de chroniqueur économique à animateur radio, mais j'étais à LCN un peu plus tôt aujourd'hui, puis c'est drôle parce que ces derniers jours, là, sur notamment cette question-là de l'alcool, on a entendu Pierre Poilievre qui a plus vraiment d'espoir d'être premier ministre au moins avant 3 ans. Bon, il y aura sa chance peut-être éventuellement. On a entendu Yves-François Blanchet qui n'a aucune chance d'être premier ministre par définition. On a entendu Christine Fréchette, évidemment, qui a une influence limitée sur les négociations commerciales, une première ministre. Mais chacun, il va de sa... Chacun brandit son petit drapeau. Là, comment moi, je ferais ça comme ça. Mais à la fin, Yuri, tu es de retour avec nous. Est-ce qu'on peut vraiment mener notre propre politique commerciale au Québec de manière non coordonnée avec les autres provinces? Est-ce que c'est une possibilité, selon toi?
Alors, en fait, je pense que c'est jamais aussi productif que si c'est coordonné. Évidemment, on peut, à la limite, toujours mettre en scène là, certains qui sont peut-être plus agressifs, d'autres un peu moins, pour que les négociateurs canadiens montrent, écoutez, voyez les pressions à l'interne. Si on les étale sur la place publique, il faut que ça puisse servir en privé à la table de négociation. Parce qu'à la fin, même s'il y a une campagne électorale au Québec, il ne faut pas oublier que l'intérêt des négociateurs, l'intérêt de représenter comme il faut nos producteurs, par exemple, ceux qui ont besoin d'avoir accès au marché des États-Unis, ben, ça va toujours se dérouler en privé derrière des portes closes. Alors, tous les sparages publics, ce ne sont que des sparages publics. Est-ce que c'est coordonné? Je pense que c'est généralement plus utile. J'avais pas le mot sparage dans mon vocabulaire de proximité, mais je risque de te l'emprunter ces prochains jours. Il y a aussi évidemment une drôle de question de gouvernance, puis je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, Yuri. La SAQ, c'est une société d'État, ça a un conseil d'administration, ça a sa propre direction. J'ai posé la question au ministre tout à l'heure, tu sais, à un moment donné, là, jusqu'où est-ce que la première ministre, elle va dire, tu sais, quelle couleur de vin on peut acheter, de quel pays? Je veux dire, là, cette année, c'est l'Italie. Ah non, moi, première ministre, j'aimerais mieux qu'on n'achète pas du vin grec, je ne sais trop quoi. Tu sais, c'est un peu... C'est une forme d'ingérence, là, on va se le dire. Là. Je comprends la méta-situation américaine, mais à un moment donné, est-ce que c'est vraiment à la première ministre de caler les shots en bon français sur ce qu'achète la SAQ? Ben, alors... Je suis en position de me contredire moi-même, mon cher Francis. Parce que, à l'évidence, j'aimerais que la première ministre n'ait aucune influence sur les choix d'achat et de vente de la SAQ envers les consommateurs québécois. Et en même temps, on est dans une situation où c'est peut-être une arme politique symbolique très forte et qui, parce qu'on a à l'heure actuelle un monopole, devient une question où le gouvernement a un impact. C'est peut-être la plus facile des armes, la plus agréable, finalement, forme de boycott des États-Unis parce que ce n'est pas une grosse pénalité pour nos consommateurs. Donc, évidemment, là, présentement, moi, je vous parle en direct de Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique pourrait faire un choix différent. Et là, il y a toute l'idée de la coordination, mais à tout le moins, parce que la situation actuelle, c'est qu'on est un monopole d'État pour la vente d'alcool, bien, cette décision-là devient politique. Elle peut être politique. C'est peut-être des seuls avantages d'avoir un monopole d'État sur la vente d'alcool. Eh bien, voilà, on y est. Mais par contre, je vais quand même dire qu'en général, pour les consommateurs québécois, ça serait avantageux de ne plus avoir un monopole d'État. Tu dis que tu te contredis, puis pour ceux qui t'ont pas nécessairement suivi, tu as écrit il y a une dizaine d'années justement là, sur le monopole de la SAQ et les problématiques qui en découlaient. Ceci dit, j'avais une proposition à te faire, j'aimerais un peu t'entendre, mais tu sais, bon, actuellement, on impose à l'aluminium, à l'acier et au bois-d'œuvre québécois un tarif de 50 %. J'allais proposer à la première ministre, on devrait matcher le tarif de ces trois éléments-là sur le tarif de l'alcool. Fait que vous voulez nous imposer 50 % sur l'aluminium, on va mettre 50 % sur les bouteilles de fort et autres vins. Fait que tu sais, c'est sûr que ta bouteille là, de Kim Crawford à 48 $, tu vas peut-être avoir moins envie de te l'acheter. Est-ce que faire jouer un peu les lois du marché, ça te plaît? Est-ce que c'est envisageable ou c'est un peu du niaisage de ma part de penser que ça serait une alternative? Alors, étonnamment, puis là, je vous promets, c'est pas arrangé avec le gars des vues, j'ai pensé exactement la même chose. Tant qu'à avoir une position politique, jouons-la avec, tout l'humour dont les Québécois sont capables. Et puis, disons, on va ramener les alcools américains sur les tablettes de la SAQ sans aucun problème, avec exactement le même tarif que l'administration Trump impose aux produits québécois. Alors, comment ça peut s'illustrer? Moi, je pense qu'il faut le mettre sur des grosses affiches. Voici de l'alcool américain que vous pouvez acheter. Vous pouvez acheter exactement cet alcool-là au prix où on est tarifé, nous, pour vendre, par exemple, l'aluminium. Moi, je prendrais même juste un seul produit, par exemple l'aluminium ou le bois d'œuvre. Puis, on prend ce tarif-là et le jour où ça change, que ça monte, que ça descende, on le reflète immédiatement dans le prix de l'ensemble des SAQ au Québec. Et puis, évidemment, avec un brin d'humour, je pense que ça peut peut-être
faire davantage passer le point en termes de négociation aussi, de dire, mais regardez comme on est tout à fait ouvert, nous, à changer notre prix, puis à éliminer tous les tarifs sur vos alcools. Vous n'avez qu'à nous dire que c'est fait pour le bois d'œuvre, et puis voilà, on règle le cas. J'ai l'impression que le bois d'œuvre, ça serait probablement le meilleur indicateur entre nous, Yuri. C'est drôle parce que ce matin, bon, tu es en Colombie-Britannique, je sais pas si tu as lu tous les médias québécois en te réveillant, mais ce matin, on annonçait l'arrivée de Ashton au Complexe des Jardins. On pourrait s'inspirer des rabais météo d'Ashton. Hein? S'il fait moins 40, tu as 40% sur la poutine. Ben, si ton tarif est à 40%, c'est 40% sur le Jack Daniels. Puis on y va comme ça. C'est évidemment tout ça un peu du délire, mais en même temps, je pense qu'il va falloir y aller de mesure. Ça change assez souvent. Ça change souvent les tarifs. Presque aussi souvent que la température extérieure. Yuri Chassin, toujours député de Saint-Jérôme, pas pour très longtemps. Il prépare sa carrière de chroniqueur radio sans doute à partir d'octobre prochain. Mais blague à part, merci beaucoup d'avoir été avec nous encore une fois, puis on se reparle bientôt. Un grand plaisir. Merci.